Salut tout le monde, salam alaikum, bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez bien, content de vous retrouver pour cette cinquième chronique de l'année et du mois de janvier avec Monsieur Cohen. Bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue. Content de vous retrouver, comme je le disais, on est fin janvier, le 31, le mois est passé à une vitesse fulgurante. Oui, 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 Et ouais, c'est comme ça. Donc les amis, je vous invite à partager un maximum le live sur toutes les plateformes, sur TikTok comme d'habitude, vous avez l'habitude, et sur les autres plateformes, je vous mettrai le lien pour participer avec nous. Monsieur Cohen, le sort des Gazaouis entre les mains de Trump. Qu'est-ce que vous en oui, pensez? oui. Donc voilà, Trump, il veut accélérer les choses. En fait, euh, il veut appliquer les desiderata de Netanyahou. Et en fait, c'est le plan sioniste affiché dès le 8 octobre. Et en, et en fait, on comprend maintenant euh, l'importance du 7 octobre, comment dire, le fait qu'on lui ait donné qu'on lui, qu'on l'a laissé avoir autant d'impact. Bon, je ne vais pas revenir sur la polémique. On sait que la moitié quasiment des Israéliens tués le 7 octobre l'ont été par des soldats israéliens. Les destructions, 90% des destructions ont été faites par les Israéliens. Les Palestiniens n'auraient pas eu les armes nécessaires pour le faire. Et donc, dès le lendemain ou 2 jours après, on a parlé de chasser les Palestiniens. Et on a enjoint à l'Égypte d'ouvrir ses frontières. Bon. Bon, si l'Égypte a gardé ses frontières fermées, ce n'est pas par amour des Palestiniens, mais c'est parce que Al-Sisi sait très bien que ça risquait de mettre son régime en péril. Mais ce n'est que partie remise. Ce n'était que partie remise. Pourquoi? Parce que il y a eu des affrontements entre Israël et le Hamas, mettons de 2005 à 2023. 2005, c'était l'année où les Israéliens se sont retirés de Gaza. Et donc, il y a eu des affrontements, plusieurs, mais qui ne sont jamais, d'abord qui n'ont duré que quelques jours, et dont les effets dévastateurs ont été très, très limités. Cette fois-ci, l'objectif des Israéliens était évident, clair, annoncé. Ça veut dire détruire toute vie à Gaza. Voilà. Rendre la vie impossible à Gaza. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe. C'est aujourd'hui 90% des habitations, des magasins, des mosquées, des écoles sont détruits. Et pourquoi ils ont détruit? C'est pas, je veux dire, ils n'ont jamais fait auparavant. Pourquoi ils l'ont détruit? Parce que ça a été vraiment une politique déterminée, définie à l'avance, même quand il n'y avait aucun guerrier ou aucun terroriste, entre guillemets, par exemple dans une université, l'université était vide, il mettait de la dynamite et il la faisait exploser. La même chose pour des mosquées, la même chose pour des centres administratifs. Pour vous dire, même toutes les administrations ont été volatilisées. Donc, on a vu des reportages sur des Gazaouis. Il faut saluer leur courage, il faut saluer leur détermination, qui ont dit nous sommes ici, on ne bougera pas, on vivra comme enfin, sous des tentes, mais soyons réalistes.
le plan israélo-américain, il vise, bon, à défaut de renvoyer les Gazaouis d'un coup, si les Égyptiens avaient ouvert les frontières, bon, ça aurait duré une semaine ou deux, et puis on n'en parle plus. Mais Al-Sisi sait très bien quel est le potentiel de révolte qu'il peut y avoir. Et donc, il a fermé les frontières. Sauf que, bon, Trump a mis le paquet cette semaine. Il a dit l'Égypte et la Jordanie devraient accepter de recevoir des Gazaouis. L'Égypte et la Jordanie ont dit non. Aujourd'hui encore, Trump est revenu à la charge et il a dit si, elles accepteront. Maintenant, voyons les choses, voyons le problème de cette façon-là. D'abord, il faut vous dire qu'il y a 5 pays qui sont sur les rangs pour accueillir des Gazaouis. L'Égypte, la Jordanie, l'Indonésie, l'Ouganda et le Soudan. On ajoutera peut-être un jour l'Éthiopie, on verra. Le plan d'Israéliens, à mon avis, il va se dérouler de la façon suivante. Bon, on connaît leur cynisme et leur machiavélisme, on ne va pas en faire tout un... Voilà. Prenons, il y a 2 millions de Gazaouis, mettons, voilà. Ils auraient voulu vivre à Gaza, ils voudraient vivre à Gaza, c'est leur terre, c'est leur peuple, enfin, c'est leur vie, c'est leur tradition, etc. Bon. Sauf que toute vie est désormais impossible à Gaza. Il y a des gens qui parlent de reconstruction, mais c'est une utopie. Pourquoi? Qui tient les clés du camp de concentration qu'est la bande de Gaza? Qui tient les clés? 100% des clés. C'est Israël. Israël détermine et déterminera seul tout ce qui pourra entrer à Gaza. Il faut vous mettre ça dans la tête. Donc, quand on parle de reconstruction, même si on met, admettons que des pays arabes riches vont dire, bon, allez, on va mettre 5 ou 10 milliards. Bon, ce qui est de toute façon une utopie, mais bon. Mais il faudrait permettre l'entrée du matériel de construction à Gaza. Il faudrait permettre de laisser entrer les médicaments, la nourriture, l'essence, tout ce qui rentre à Gaza, tout, je dis bien tout, est entre les mains des Israéliens. Aujourd'hui, avec la trêve, les Israéliens se sont engagés à augmenter énormément l'entrée de l'aide humanitaire. Bien. Mais à la fin de la trêve, même si les combats ne reprennent pas, les otages vont être libérés d'ici 2 mois, disons. La totalité des otages. Tous les éléments de la trêve seront atteints d'ici 2 mois, mettons. Bien. Mais la vie de ces gens-là, de 2 millions de personnes, qui, je répète, n'ont pas d'eau, n'ont pas d'électricité, n'ont aucun avenir. Avant, ils avaient même des bateaux de pêche, par exemple, qui allaient pêcher. Aujourd'hui, ces bateaux ont été détruits. Tout va être rationné. Il n'y a plus d'école. L'UNRWA, vous savez, l'UNRWA, l'Organisation des Nations Unies, c'était une organisation qui avait 15 000 employés. Est-ce que vous imaginez ce que c'est 15 000 employés? C'est quoi ces 15 000 employés? Toutes les écoles
à Gaza et en Cisjordanie sont gérés par l'UNRWA. Les hôpitaux sont gérés par l'UNRWA. Or, Israël a chassé l'UNRWA de la Cisjordanie. Ils ont voté une loi comme quoi l'UNRWA ne peut plus exercer en Israël et en Cisjordanie. Donc, ils sont partis où ils partent cette semaine. À Gaza, ils retourneront pas. J'essaye de vous dresser un tableau, brosser un tableau de l'enfer que va être Gaza sur le plan économique, sanitaire, social, culturel, etc., etc. Voilà. Maintenant, ces gens qui ont déjà subi l'enfer depuis un an et demi, on va leur dire, voilà, on va vous proposer, évidemment, ils ne vont pas, l'erreur, c'est-à-dire, bien sûr, on ne va pas vous montrer 2 millions de Gazaouis partir comme ça à l'étranger. Bon. Mais ils vont, à mon avis en tout cas, procéder au compte-gouttes. C'est-à-dire, on va voir des familles, on va ouvrir des bureaux pour leur dire, vous avez un métier, quel métier vous avez? Bon, est-ce que vous pouvez avoir un visa pour aller en Égypte, en Jordanie? Vous savez, il fut une époque, je vais vous dire quelque chose. Vous savez, de 48 à 65, 1948-1965, les Arabes israéliens qui avaient réussi à demeurer à l'intérieur de l'État juif étaient soumis à un régime militaire. Ils n'obéissaient pas à la loi normale. Ils étaient soumis à un régime militaire, c'est-à-dire un couvre-feu, c'est-à-dire que les Arabes israéliens, même si c'était citoyens israéliens, devaient se soumettre à un couvre-feu, c'est-à-dire à 5 heures du soir, ils devaient rentrer chez eux et ne pas ressortir. Quand ils devaient se déplacer d'une ville à une autre, ou d'un village à un autre, ils devaient demander l'autorisation à l'officier militaire qui administrait la région. Et il y avait, j'avais lu un livre là-dessus, c'était d'Israël Shahak, sur cette période, et il y avait par exemple des syndicalistes. Il y avait l'exemple d'un avocat, un militant, à qui on rendait la vie impossible avec ce système. Et à chaque fois, on le convoquait, on lui disait, vous savez, si vous voulez, on peut vous obtenir un visa pour aller vivre en Australie ou au Canada. Et un jour, il a accepté. Il a une famille, il a des enfants. Il s'est dit, bon, voilà. Donc, ils sont capables, les Israéliens, d'obtenir même des visas d'Australie ou du Canada pour un certain nombre de gens qui ont, par exemple, des métiers intéressants. Bon. Donc, connaissant un peu les sionistes, ils vont procéder de la manière suivante. La vie est un peu, c'est même pas, je vous ai fait un petit topo de la vie à Gaza, des conditions, et encore, moi je parle comme ça, mais dans la réalité au quotidien, ça doit être l'horreur au quotidien. Et donc, on va ouvrir des bureaux, on va leur dire, voilà, si on vous offre une vie décente en Jordanie, au Soudan, je ne sais pas moi, imaginez ces parents, ces pères de famille, qui ont 3-4 enfants, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de médecin, il n'y a pas d'eau, pas d'électricité, il n'y a pas d'avenir, voilà. Il n'y a surtout pas d'avenir, voilà. Ben, il y a beaucoup qui vont accepter. Enfin, je veux dire, par la force des choses. On peut pas les blâmer. Et donc,
Et la déclaration de Trump, ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce que Trump, il vient d'être élu président, enfin, il vient d'entrer en fonction. Et cette semaine, il a fait 3 ou 4 fois cette déclaration. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'agenda d'Israël et de l'Amérique, c'est la priorité numéro 1. Voilà. C'est un président des États-Unis, quand il fait 3 ou 4 fois dans une semaine cette déclaration, c'est que ça devient urgent. Voilà. C'est vraiment au top de l'agenda. Ça veut dire maintenant, ils vont passer aux choses sérieuses. Et l'Égypte dépend énormément de l'Amérique. Donc, ils pourront trouver un arrangement. Bien sûr, ils ne vont pas renvoyer 1 million comme ça. Peut-être trouver 5 000 par-ci, 5 000 par-là. C'est-à-dire amorcer le départ des gens. Ça peut prendre 1 an ou 2. Vous savez, les sionistes, il y a une chose qu'on peut le reconnaître, c'est qu'ils ont de la suite dans les idées. Et quand ils disent quelque chose, il faut toujours se dire qu'ils vont le faire, qu'ils le feront un jour ou l'autre. Vous savez, par exemple, le nettoyage ethnique de 1948, il a été formalisé dès les années 30, au début des années 30. On a les textes. Donc, quand ils ont quelque chose, vous savez, en 82, par exemple, ils avaient annoncé le démantèlement de la Syrie. Et un document important qui s'appelle, je crois, le document Binoun, enfin quelque chose comme ça, de 1982, ils avaient prévu et mis en branle le projet de démantèlement de division de la Syrie. Donc, quand ils disent quelque chose, il faut se dire, voilà, ce sont des gens qui pensent à long terme et ils ne lâchent rien. Et ils ont un allié de poids qui est Trump. Voilà. Trump n'a pas parlé du Golan, n'a pas parlé de la Cisjordanie, n'a pas parlé d'Arabie Saoudite. Non, cette semaine, il a parlé de Gaza. Ça veut dire, c'est un signal d'alarme qui doit teinter dans les oreilles des gens qui se préoccupent de ce problème. Ça veut dire que maintenant, on va passer aux choses sérieuses et qu'on va le faire. Voilà. Pourquoi? Parce que, vous savez, les Européens aussi ont intérêt. On a déjà dit qu'il y a des réserves de gaz et de pétrole, surtout de gaz, très importantes au large de Gaza. Et vous savez, les États, ils n'en ont rien à faire. Voilà. Si on peut liquider ce problème, enfin liquider entre guillemets, c'est-à-dire ne plus avoir cette population, à la rigueur, ils peuvent garder 1,5 million à Gaza de Palestiniens qui serviront de main-d'œuvre comme il y a en Cisjordanie. Mais malheureusement, moi je crains que le plan sera mis en branle. Il prendra 1 an, il prendra 2 ans, il prendra 5 ans. Mais il sera mis en œuvre, malheureusement. Et les premiers concernés qui auraient pu s'y opposer, ça veut dire les États arabes ou les États arabo-musulmans, ne lèveront pas le petit doigt pour s'y opposer. Voilà, c'est ça le drame. Voilà. Wally, s'il y a des questions. Très bien, merci Monsieur Cohen pour votre analyse concernant Trump. Alors, il y avait une première question dans le chat. Alors, pourquoi selon vous les sionistes oublient à chaque fois que les Juifs étaient persécutés par l'Occident? Ils ont toujours trouvé refuge chez les musulmans. Est-ce de l'ingratitude ou autre chose, à votre avis? Non, ce n'est pas de l'ingratitude. C'est-à-dire, lorsque les Juifs ont bon, certains Juifs, voilà, lorsque les sionistes ont construit un État, vous savez, j'ai déjà parlé de la raison d'État. Quand on a un État, il n'y a pas de sentiment, quel que soit l'État. Ça, j'avais dit un jour, il n'y a pas d'État vertueux. Ça n'existe pas. C'est-à-dire, un jour ou l'autre,
n'importe quel État est amené à agir de manière cynique, machiavélique, parce que l'intérêt de l'État est en jeu. Voilà. Donc, les sionistes, ils ne se disent pas ah, les musulmans nous ont défendus quand même, on va être gentil avec eux. Non, on va être reconnaissant. Non. C'est-à-dire, aujourd'hui, malgré le passé, etc., et d'ailleurs, regardez par exemple la réconciliation, entre guillemets, entre la Grande-Bretagne et le sionisme. Comment dire, le sionisme a combattu la Grande-Bretagne de manière féroce, de 1945 à 1947, de manière féroce. D'accord. Bon, je ne vais pas revenir sur les attentats, etc. Mais bon, c'était de bonne guerre. C'est-à-dire qu'en 1948, l'Angleterre s'est dit, bon, très bien, ces salauds de sionistes m'ont obligé à quitter l'Israël, la Palestine, mais la raison d'État veut qu'on établisse des relations amicales. Enfin, amicales, c'est-à-dire parce que nous pouvons partager des intérêts communs. Regardez par exemple les Américains, quand ils ont combattu les Anglais pour avoir leur indépendance, n'est-ce pas, en 1760, 70, etc. Voilà. Ils les ont combattus. Bon. Et alors? Mais une fois l'indépendance acquise, bon, il se trouve que, bon, écoute, on a des intérêts communs, on va s'entendre. Donc, il faut toujours distinguer la raison d'État, c'est-à-dire que, vous savez, les sionistes, par exemple, ils peuvent très bien se retourner contre n'importe quel État qui les a aidés. Donc, je veux dire, c'est pas. Il ne faut pas introduire le sentiment là-dedans. Voilà. Merci beaucoup pour l'espace. Bonsoir, Monsieur Cohen. J'espère que vous allez Bonsoir. bien. Moi, je vous ai écouté. Votre analyse, elle est très pertinente. Je pense qu'elle est proche à la réalité. Je suis en accord sur tout ce que vous avez dit. Mais en fait, j'ai aussi envie d'apporter une autre perspective, c'est-à-dire les images de retour des Palestiniens, des Gazaouis dimanche dernier. Ben, c'est quand même, ça envoie des signaux forts dans le sens où, en fait, les Palestiniens, il y en a certains qui l'ont perçu d'avoir discuté avec des Palestiniens sur l'espace Twitter, par exemple. Ben, ils ont perçu ça comme, voilà, c'est un premier retour pour le retour ultime de tous les Palestiniens sur leur terre. Donc, est-ce que ça, ce que je voulais dire, et je directement à la question, ben, du coup, est-ce que ça, et si vous avez d'autres éléments qui peuvent faire échouer à part les Arabes, ça on est tous d'accord, ils ne vont pas bouger le petit doigt, mais qu'est-ce qui peut mettre en bateau ce projet, voilà, qui en marche, et je suis entièrement d'accord là-dessus. Qu'est-ce qui peut. Wally, est-ce que vous avez compris la question, s'il vous plaît? Alors. Qu'est-ce qui peut les empêcher, pardon? Vas-y, désolé. Vas-y, je t'en prie, tu peux y aller, vas-y. Qu'est-ce qui peut empêcher en fait l'aboutissement de ce projet des sionistes Je ne vois pas. Gazaouis vers l'Égypte. Oui, d'accord. Qu'est-ce qui peut empêcher le projet sioniste? Moi, je ne vois pas ce qui peut empêcher. Voilà. Je ne vois pas ce qui peut empêcher. Malheureusement, enfin, je suis très pessimiste. Je ne vois pas. C'est-à-dire que les pays arabes, ils sont tétanisés, ils sont soumis. Bon, on ne va pas revenir là-dessus. Donc, ils ne lèveront pas le petit doigt. Enfin, regardez par exemple l'Égypte, le grand pays, l'Égypte, n'a pas osé envoyer un seul camion d'aide humanitaire à Gaza, même humanitaire. Voilà. Ça veut dire qu'ils sont tétanisés, ils sont obligés, enfin, ils acceptent. Voilà. Donc, il y aura des pays. Donc, qu'est-ce qui peut. Enfin, je veux dire, il y a un silence.
il y aura un silence de la communauté internationale terrifiant, ce qu'on appelle un silence assourdissant. Voilà. Donc, ça veut dire que tous les pays, quel que soit, même la Russie, la Chine, qu'est-ce qu'elles vont dire, la Russie et la Chine? Voilà, il n'y a rien. Bon, elles vont accepter le fait accompli parce qu'elles n'ont pas. C'est pas qu'elles ne peuvent pas agir, mais c'est pas. Je veux dire, ça les touche pas directement. Je veux dire, je vois pas comment la Russie et la Chine peuvent s'opposer à un tel projet. Voilà, je ne vois pas comment. Et donc, est-ce qu'elles peuvent entrer en guerre pour s'opposer à tel projet? Non. Et malheureusement, les Américains, c'est pour ça que j'ai insisté sur le fait que Trump, cette semaine, il est revenu 3 ou 4 fois sur ce projet, c'est-à-dire même aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est vraiment la priorité des priorités. Et donc, je ne vois pas vraiment, enfin, moi personnellement, je suis très pessimiste et je ne vois pas ce qui peut l'arrêter. La seule chose qu'ils ne peuvent pas faire, que les sionistes ne peuvent pas faire, c'est renvoyer les 2 millions d'un coup. Ça, c'est impossible. Voilà. Même 100 000, ça paraît difficile. Voilà. Ça peut vraiment susciter des résistances, etc. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, ils ont compris qu'ils ne peuvent pas le faire de manière brutale et massive, et donc ils le feront petit à petit par quelques milliers par-ci, quelques centaines par-là, etc., de manière à amorcer le mouvement, voilà, et qu'il ait l'apparence de quelque chose d'humanitaire. Voilà. C'est-à-dire, nous venons en aide à des gens, c'est-à-dire que l'Égypte peut dire, je viens en aide à la détresse des Palestiniens, et donc je peux accueillir 20 000 ou 50 000 qui peuvent échapper ainsi à une mort certaine ou à la maladie, etc. Bon, vous connaissez l'hypocrisie des États, mais à mon avis, c'est ce qui va se passer et je ne vois absolument pas qui peut s'opposer, même si il y a des déclarations hypocrites. Il y a eu une déclaration hypocrite du gouvernement français. Nous nous opposerons à à tout mouvement forcé de la population. Mais ça ne sera pas un mouvement forcé de la population. Ça sera au contraire un mouvement où on demandera l'adhésion de certains Palestiniens. Et encore une fois, quand vous avez la responsabilité d'une famille et que vous vivez dans les conditions que vous connaissez, voilà, et qu'on vous offre une possibilité de vous installer ailleurs, ben voilà, vous savez, il y a combien de Palestiniens qui vivent, enfin, il y a une diaspora palestinienne. Il y a des centaines de milliers de Palestiniens qui vivent aux États-Unis, qui vivent au Brésil, qui vivent en Afrique, etc. Par contraint et forcé, voilà, au Canada, etc. Voilà. Oh, voilà. Excusez-moi. Vas-y, je t'en prie. Machiavelli, vas-y, je t'en prie. J'avais une question, mais j'ai perdu en fait le fil. J'en rebondirai tout à l'heure. Mais merci beaucoup pour la réponse, pour l'échange. D'accord, très bien. Monsieur Cohen, il y avait Jeff qui est avec nous, qui voudrait interagir. Alors, je lui donne la parole. Il est sur YouTube. Bonsoir, Jeff. Bonsoir, on m'entend bien? Oui. Alors, moi j'ai une question sur l'avenir politique proche de Netanyahou, puisque on sait que Ben Gvir a déjà quitté la coalition gouvernementale, et Smotrich a dit que si la guerre ne reprend pas au terme de la première phase de cessez-le-feu, il quitterait la coalition gouvernementale.
Et ce qui se passerait à ce moment-là, c'est que au terme de la première phase, on a à peu près officiellement 98 otages restants aux mains du Hamas. Et ce qui est prévu en termes de libération d'otages à la fin de cette première phase, c'est une trentaine d'otages libérés. Ça voudrait dire que si la guerre reprend... Ah, pardon, je le remonte, excuse-moi, c'était supprimé sans faire exprès, vas-y. Je disais que si la guerre reprend au terme de cette première phase, on aurait une trentaine d'otages libérés, une cinquantaine qui resteraient dans la bande de Gaza. Donc du coup, ma question, c'est de savoir si la guerre reprend après la première phase, comme Smotrich l'exige, avec une cinquantaine d'otages israéliens restants. Comment ça se passerait politiquement pour Netanyahou? Est-ce qu'il pourrait se permettre que la guerre reprenne, sachant qu'on aurait encore une cinquantaine d'otages israéliens à Gaza? Est-ce que là, c'est pas compliqué politiquement pour lui? Alors, sur le sort des otages, il y a l'opposition, notamment comment il s'appelle déjà? Bon, il y a deux chefs d'opposition. Il y a bon, là, j'ai un trou de mémoire. Bon, je suis désolé. Le chef de Yeshati qui s'appelle, j'ai un trou de mémoire. Bon. Et ils ont annoncé, ils ont dit que le gouvernement peut compter sur eux pour mener à bien, ça veut dire de point de vue du vote, que Netanyahou peut compter sur eux pour mener à bien l'opération d'échange des otages jusqu'au bout. Voilà, jusqu'à la fin. Donc, Netanyahou n'a rien à craindre de ce côté-là. Voilà. Parce que je pense qu'aujourd'hui, la question des otages est devenue, surtout avec les premières libérations, je doute fort que même Netanyahou ne peut pas arrêter le processus. Ça serait vraiment insupportable pour les Israéliens, d'une part, et deuxièmement, Lapid, le chef de l'opposition, il a dit à Netanyahou que lui, il apporterait le soutien de son parti à Netanyahou pour aller jusqu'à la fin du processus de la trêve et l'échange des otages. Voilà. Donc, à mon avis, on peut pas, il y a rien on peut pas attendre un renversement du gouvernement d'ici là. Voilà. Mais du coup, par rapport au chantage que Smotrich fait peser sur le gouvernement en disant que si la guerre ne reprend pas au terme de la première phase, il quitte le gouvernement, vous pensez que c'est des déclarations qui n'auront pas de conséquences en réalité? Voilà, je ne crois pas que ça aura des conséquences. Ça veut dire qu'ils ont réussi pendant plusieurs mois, Smotrich et Ben Gvir, à, à, à maintenir la guerre. Mais aujourd'hui, je pense que même, enfin, d'après ce que j'ai entendu, moi je ne suis pas un spécialiste, mais d'après vraiment je suis quelques sites américains qui se connaissent très bien la hiérarchie militaire israélienne a dit à Netanyahou et à la classe politique qu'ils ont besoin d'arrêter la guerre pour un moment. Voilà. C'est-à-dire souffler, se réorganiser, etc. Donc, ce n'est pas un cadeau que les Israéliens font au Hamas en arrêtant la guerre. C'est un cadeau qu'ils se font à eux-mêmes. Voilà. C'est-à-dire qu'eux aussi ont besoin, et de toutes les façons, Smotrich, tu peux très bien quitter le gouvernement, il sera isolé sur ce plan-là. Voilà. Après, lorsque tout sera terminé, enfin, je veux dire l'échange des otages, etc., ben, si le gouvernement est minoritaire, il y aura des élections. Mais ce n'est pas sûr que Netanyahou perdra. Voilà. Donc, mais enfin, ça sont des spéculations sur l'avenir. Enfin, l'avenir plus ou moins lointain. Voilà. Mais du coup, juste pour finir, donc on peut dire que le cessez-le-feu sera durable au moins jusqu'à la libération de la totalité des otages. Dans les conditions actuelles, telles que je vois les choses, je dirais oui. Voilà. Okay. C'est-à-dire que autant le gouvernement que l'opposition, enfin Netanyahou et l'opposition ont envie d'aller jusqu'au bout, que le peuple israélien ayant goûté à la libération des otages ne pourra pas supporter,
que la situation militaire est très délicate. Beaucoup de réservistes refusent d'aller servir, etc. Donc, il semble que toutes les conditions soient réunies pour qu'on aille jusqu'au bout du plan de trêve. Voilà. Ok, très bien, c'est bon pour moi. Bah, je vous remercie pour la réponse. À une prochaine. Merci, Jeff. Monsieur Cohen, vous voyez qui, si Netanyahou est défait aux élections, le remplacer, l'extrême droite ou la gauche? Non, pas l'extrême droite, parce que l'extrême droite, elle est encore très minoritaire. Non, ce sera la gauche. Ça sera Lapide et Benny Gantz, voilà. Les deux têtes de la gauche qui, à eux deux, ils ont déjà gouverné d'ailleurs il y a 2 ans. Il y a 2 ou 3 ans, ils ont gouverné pendant 1 an et demi. Mais il ne faut pas attendre de miracle. Hein. Ça veut dire que ce sont des gens, vous savez, enfin, je l'ai déjà dit souvent, en Israël, il n'y a ni gauche ni droite. Ils sont tous sionistes, donc ils sont tous anti-palestiniens. Voilà. Mais il y en a certains qui sont un peu plus durs que les autres, ou qui disent très haut ce que les autres disent tout bas. Voilà. Mais en fait, ils se ressemblent tous. Très bien. Alors, concernant les otages, là, vous en avez parlé là à l'instant. Justement, je voulais vous montrer la libération d'un otage qu'il y a eu cette semaine, Agam Berger. Oui. Berger. En fait, j'ai eu l'impression, moi, j'ai vu une vidéo sur Twitter qui a circulé, et j'ai eu l'impression qu'il y avait quand même une grande mise en scène de cette libération. Et aussi, bien sûr, quand on avait parlé la semaine dernière de Khalida Jarrar, Oui. bon, elle était emprisonnée depuis un certain temps, mais on a vu dans quel état elle était à sa libération. Et là, quand on voit sur cette vidéo que je vais vous montrer la libération de cet otage, on voit vraiment qu'il n'y a pas vraiment qu'elle n'est pas vraiment beaucoup atteinte de cette prise d'otage. C'est-à-dire qu'elle est, Mais d'ailleurs, j'ai physiquement publié, parlant, on voit que c'est une jeune femme, elle est pas abîmée, on va dire. Je vais vous montrer ça. il y a quelques jours, j'ai publié la vidéo des 4 Israéliennes qui ont été libérées il y a une semaine, mais elles étaient pimpantes. Elles avaient une santé éclatante. Ça n'a rien à voir avec les prisonniers libérés par les Israéliens. Voilà, donc je vais vous montrer la vidéo, puis on va la commenter, s'il vous plaît. Alors, là. Musique et de danse chinoise en une soirée. Spectaculaire. بكم تنزال همة الشعب قائد الطوفان سلام العز والفخر بكم يا قاهر الطغيان وصمت النصر لكم يا قائد الطوفان سلام العز والفخر يا قاهر الطغيان زعيم حماسنا الطغيان Alors, je ne sais pas si vous avez bien vu. Oui. Bon, c'était pas celle-ci de vidéo. Là, on voit que la fin de la scène. Moi, j'avais une vidéo où on voit l'arrivée de l'otage qui est accompagné justement de la brigade Al-Qassam. Et on voit justement ces soldats, si on peut les appeler comme ça, des soldats, qui sont en uniforme. Et on a l'impression qu'ils sont en train de tourner une scène d'un film, en fait. C'est ça qui m'a un peu surpris. Je ne sais pas si vous, c'était pareil. Non, ils ont, à mon avis, enfin d'ailleurs, comment dire, les Israéliens ont été énormément choqués dans le sens où, quand ils ont vu
ces manifestations de soldats, enfin, ou de militants, ou de guerrieros, ce que vous voulez, bien, comment dire, tout en forme, bien habillés, bien armés, avec un moral très élevé. Ils se sont dit comment ça fait 15 mois qu'on se bat, enfin qu'ils se battent avec toutes les destructions et tout, et voilà que des centaines de militants du Hamas ressurgissent de sous terre, comme enfin ça les a vraiment choqués. Mais ça c'est moi ça, je pense que ça fait partie quand même, cette mise en scène entre guillemets n'est pas fortuite. C'est-à-dire, c'est un message envoyé aux Israéliens pour leur dire nous sommes là, nous manifestons, nous sommes bien organisés, nous sommes bien armés. Il paraît même que, bon, je suis incapable de vous dire les trucs techniques, mais j'ai entendu un spécialiste dire que les armes, ou les mitraillettes, ou les mitrailleuses, je ne sais pas, qu'ils brandissaient, c'était des armes israéliennes dernier cri qu'ils auraient reprises aux Israéliens. Donc, c'était vraiment aussi un message envoyé aux Israéliens pour leur dire nous sommes là, aussi forts, aussi déterminés. Et donc, c'est ce qui explique cette mise en chaîne. Ils n'ont pas cherché à se dissimuler, ils n'ont pas fait ça en catimini. Ils ont dit voilà, bon ben voilà. Et d'ailleurs, le message, à mon avis, enfin d'après les réactions en Israël, le message est bien passé. Très bien, merci. Alors, j'avais un intervenant avec. Oui. De la France, c'est peut-être pour ça. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Allez-y. Oui, bonsoir à Tétus, bonsoir Monsieur Cohen. Oui, j'avais juste une question par rapport aux otages en fait et ce qui s'est passé avec les enfants d'Ibas, parce que bon, ça me touche quand même un peu. Et je me posais la question en fait de pourquoi avoir Israël a instrumentalisé en fait de la mort de ses enfants alors qu'on sait que la maman et les deux enfants sont décédés il y a plus d'un an et que le Hamas a voulu même donner des corps et que ça n'a pas été... Enfin, si, on a eu une vidéo du père, je crois que c'était en novembre 2023 ou décembre 2023, si mes souvenirs sont bons, en disant qu'ils étaient bien décédés. Et on a quand même fait une propagande en disant qu'il y avait un espoir et ils n'ont pas voulu récupérer leur corps. Et c'est quelque chose qui est ressorti aujourd'hui, puisque on sait que le père va être libéré avec les accords. Et je voulais savoir. Oui, mais vous savez, on parle beaucoup des otages vivants. Quand on pense aux otages, les accords sur les otages, on pense aux otages ou aux prisonniers, enfin, vivants. Voilà. Mais en fait, il y a d'ailleurs des otages israéliens qui sont reconnus comme déjà décédés et que le Hamas détient, mais ça aussi, c'est une monnaie d'échange. Et d'ailleurs, les Israéliens, ils ne rendent pas les corps des Palestiniens qu'ils ont tués ou qui meurent dans les prisons. C'est-à-dire, pour eux aussi, pour les Israéliens, c'est une monnaie d'échange. Voilà, malheureusement, ils sont arrivés à ce stade où même les cadavres parfois ça peut prendre des années, et ça prend des années d'ailleurs, c'est pas ça peut prendre, ça prend des années avant de récupérer des morts, des corps des militants ou des militaires ou de civils assassinés. Voilà, ça fait partie
c'est malheureusement voilà, le cas dans cette guerre et même avant l'instrumentalisation. Vous savez qu'Israël ne rend pas les corps des Palestiniens qui meurent dans les prisons, etc. Il les garde comme ça parce que c'est une forme de chantage, c'est une forme de pression et le Hamas, ben, lui aussi, il tente de faire la même chose pour obtenir une contrepartie. Voilà. Ouais, mais ma connexion elle est très mauvaise. Il y a des échos et c'est pas bon pour nous. En fait, c'était juste une question, oui, mais je pense on n'arrive pas à s'entendre parce que même ma connexion, il y a des échos, j'entends pas en fait Monsieur Cohen. Et même toi, je t'entends en double, donc c'est pas grave. Je vais redescendre et je vous attends, je vous écoute attentivement. Ok, d'accord, je te remercie. Monsieur Cohen, non, il y avait un petit problème pour elle de son, du coup, elle n'a pas bien entendu votre réponse. Du coup, on va continuer, Monsieur Cohen. On est là. Attendez, je regarde juste vite fait les commentaires, Monsieur Cohen, s'il n'y avait pas une question. Oui. J'ai vu passer quelque chose tout à l'heure. C'était par rapport à... Voilà. Un effondrement de l'économie israélienne, selon vous, est-ce que ça serait possible et donnerait-il une possibilité de négociation sérieuse? De négociation sérieuse sur quoi? Oui, c'est vrai que la question n'est peut-être pas... Non, écoutez, d'abord, l'économie israélienne traverse une période difficile, mais à mon avis, c'est temporaire. Voilà. À mon avis, c'est pas, enfin, je veux dire, c'est pas un effondrement. Voilà. Ceux qui espèrent un effondrement, malheureusement, ils devront attendre d'autres temps. D'abord parce que le pays a des ressources assez, enfin, je veux dire, des ressources, c'est-à-dire, il a des capacités. Bon, si, admettons, par exemple, que la trêve s'arrête, enfin, que la trêve aille jusqu'au bout, eh ben, l'industrie touristique va reprendre. Les autres activités vont reprendre. Et puis, il ne faut pas oublier une chose, c'est que Israël n'est pas seul. C'est-à-dire, Israël peut compter sur l'Amérique, peut compter sur la diaspora juive, peut compter sur l'Union européenne. C'est-à-dire que il y a, voilà, ce n'est pas les difficultés actuelles. Enfin, à mon avis, je reste convaincu qu'elles sont passagères. Voilà. C'est-à-dire que l'économie israélienne, elle continue d'ailleurs. Je suis assez surpris quand j'écoute, par exemple, la monnaie israélienne et quasiment n'a pas été dévaluée, enfin ne s'est pas dévaluée. La technologie, elle continue, l'immobilier, etc. Donc, aussi surprenant que cela puisse paraître, bon, bien sûr, il y a eu des problèmes. Il y a des problèmes de ceux qui sont partis faire la guerre et qui n'ont pas travaillé ou qui avaient des affaires. Il y a le nord d'Israël où il y a 80 000 personnes qui ont été obligées de quitter, etc. Donc, il y a l'absence quasi totale de tourisme. Mais tous ces problèmes-là sont, comment dire, peuvent être résolus assez rapidement si la trêve va jusqu'au bout. Voilà. Et moi, je pense, enfin, comme j'ai dit tout à l'heure, enfin, moi, je suis convaincu que Israël a un grand intérêt. Quand je dis Israël, ça veut dire l'État profond israélien, c'est-à-dire donc le service de sécurité, l'économie, etc., ont intérêt à ce que l'économie reprenne. Et donc qu'il y ait une phase
De toutes les façons, à mon avis, Israël n'a plus besoin. Enfin, bien sûr, il y aura un problème. Le Hamas, enfin en tout cas, les groupes de résistance seront toujours à Gaza, mais je ne crois pas que, comment dire, que ça puisse peser sur la situation économique israélienne ou sur la sécurité israélienne de manière globale. Voilà. Alors justement, concernant le Hamas, aujourd'hui, il y a une déclaration de ses dirigeants et je vais vous lire un petit passage. Donc, Oui. alors que nous faisons nos adieux aux martyrs de notre peuple, de notre résistance et de ses grands leaders, nous faisons le serment devant Dieu Tout-Puissant, devant notre peuple et notre nation, que le mouvement restera fidèle à leur sang et poursuivra leur mission pour laquelle ils sont tombés en martyrs, jusqu'à la libération complète, l'expulsion de l'ennemi, le retour de notre peuple sur sa terre et la restitution de tous ses droits dans son État, avec, bien sûr, comme capitale Jérusalem. Oui. Bon, Et dernière chose, et après je vous donne la parole, c'est une lutte pour la victoire ou le martyr. Donc quelque part, voilà. Oui, ah, mais d'accord, ok. Bon, mettons, il y a quelques milliers de militants aguerris, déterminés, etc., qui restent à Gaza, mais je veux dire, d'abord, Israël n'est pas obligé de leur faire la guerre comme il a fait jusqu'à présent, c'est-à-dire d'envoyer des milliers de soldats et donc mettre en danger l'économie, etc. Bon. Je veux dire, aujourd'hui, il y a suffisamment ils ont instauré une zone de sécurité. Il y a, enfin bon, une opération type du 7 octobre est inimaginable. Voilà. Donc, il peut très bien y avoir, il y aura certainement une forme de résistance qui restera, mais d'abord, vous savez qu'avant le 7 octobre, le Hamas recevait 30 millions de dollars chaque mois, versés par le Qatar, avec la bénédiction des Israéliens. Moi, je me souviens, je voyais des fois des reportages où il y avait un envoyé du Qatar, c'est le Qatar qui versait ce fric, et qui allait avec des valises pleines de dollars, de cash, qui donnait au Hamas. Voilà. Donc, il y avait une espèce de tolérance de la part des Israéliens pour que le Hamas continue de vivre, de survivre, de se développer et de s'organiser, parce qu'il avait intérêt à ce que cela soit fait. Voilà. Et il y avait une espèce de contrebande qui était plus ou moins tolérée, etc. Voilà. Bon. Mais tout ça, c'est fini. C'est-à-dire, le blocus de Gaza va devenir d'une extrême rigueur, d'une part, et deuxièmement, le Hamas avant le 7 octobre, il régnait sur une population de 2,5 millions d'habitants, structurée, organisée, avec des écoles, des mosquées, de l'administration, des tribunaux, etc., qui faisaient passer ces mots d'ordre, qui servaient de courroie de transmission avec le peuple, etc. Aujourd'hui, vous voyez dans quel état est le peuple de Gaza. Donc, admettons que, bien sûr, il va rester 3 000, 5 000, 8 000, enfin, voilà, donc des militants du Hamas. Mais la situation de Gaza dans l'ensemble ne peut plus revenir en arrière comme avant. Ça veut dire, sur le plan sanitaire, sur le plan alimentaire, sur le plan médical, la formation, etc., tout ça, c'est 80%, 90% de tout ça est parti en fumée.
Donc, même si le Hamas, bien sûr, il va rester, mais tous les approvisionnements de toutes sortes qui vont entrer à Gaza, ou enfin, qui vont rentrer, ça veut dire qui pourraient rentrer, vont être soumis à un blocus terrible de la part des Israéliens. Et c'est ça qui rend la situation ne pourra plus revenir comme avant le 7 octobre. Voilà, pour le Hamas. Ils resteront, bien sûr, on les voit d'ailleurs, mais avec beaucoup, enfin, comment ils vont faire pour continuer à s'alimenter, à recevoir de l'argent, à recevoir des vivres, à recevoir des munitions, etc. Ça va être pour construire des tunnels, pour les entretenir. Tout ça va être très, très difficile, puisque, encore une fois, c'est Israël qui va contrôler d'une main de fer tout ce qui va rentrer à Gaza. Voilà. Alors, il y avait deux questions, M. Cohen. Oui. Alors, attendez une seconde, je reviens. Je suis là. S'il veut bien me prendre. Alors. Je vois une question sur le chat de Bousselem. Alors, c'est peut-être celle-ci. J'ai appuyé, peut-être vous l'avez, parce que là, je vous ai quitté. Oui, mais vous la, il n'y a pas de solution. Soit voilà, allez-y. Soit il ne reste plus de Palestiniens en Palestine. C'est une lutte à mort pour faire simple. Moi, c'est ce que je pense. Hein. Vous savez, j'ai coutume de le dire de la façon suivante. Les sionistes ont établi une règle dès 1947. Pour eux, ils ont établi la règle suivante. Il ne peut pas y avoir deux nationalismes sur cette terre. C'est ou l'un ou l'autre. Les deux nationalismes ne peuvent pas coexister. C'est pour ça que je dis, ceux qui rêvent d'une paix avec les sionistes, ils se mettent le doigt dans l'œil. Voilà, il n'y aura jamais un État palestinien. Ou alors, si un État palestinien, c'est que l'État israélien aura été détruit d'une façon ou d'une autre. Voilà. Il ne peut pas y avoir coexistence. La règle établie par les sionistes est sans appel. Voilà. Et donc, c'est pour ça que moi, je pense, bien sûr, que la stratégie serait de dire il faut que l'État sioniste disparaisse en tant que tel, en tant qu'État sioniste. Mais ça, c'est la stratégie finale, enfin le but final. Mais on peut adopter des méthodes pour y arriver. Voilà. La méthode militaire me paraît, comment dire, très peu efficace. Voilà. Je ne vois pas, même si le Hamas a résisté ou le Hezbollah résiste, jusqu'à présent, on voit quand même entre résister et détruire un État, il y a une marge. Voilà. Il y a une très, très grande marge. Voilà. Et donc, il y aura d'autres façons de saper. Encore une fois, je reviens sur cela. Il faut saper la légitimité de l'État sioniste sur cette terre. Voilà. C'est-à-dire montrer en quelque sorte, mais ça, malheureusement, il faut préparer les esprits à ça, d'abord de manière, comment dire, conceptuelle. C'est-à-dire, je crois que pour beaucoup, il y a beaucoup qui pensent qu'on peut vivre à côté que les Arabes ou les Palestiniens peuvent vivre, coexister pacifiquement avec Israël. C'est une erreur monumentale, même si c'est une erreur conceptuelle. Voilà. Que Arafat ait pensé ça en 93, ça a été la plus terrible erreur qu'il ait faite. Voilà. C'est ça le drame. Voilà. Et donc, il faut pas tomber dans ce panneau parce qu'il n'y a pas de solution pacifique possible. C'est malheureusement, et d'ailleurs, si cette solution pouvait paraître faisable
il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans, aujourd'hui, elle l'est de moins en moins, parce que l'État sioniste, il montre sa vraie nature. C'est un État qui a montré, par exemple, en 2018, il a adopté la loi sur la nation du peuple juif. C'est-à-dire, c'est un État qui se proclame l'apartheid. Il admet la supériorité de la population juive sur les autres. Et donc, d'ailleurs, par exemple, la Knesset, enfin le Parlement israélien, vient de voter une loi qui interdit un État palestinien. Donc, vous voyez que même l'État sioniste, il se découvre. On pouvait imaginer avant, vous savez, il disait oui, nous sommes pour la solution à deux États, etc. Mais aujourd'hui, il découvre son vrai visage, qui pour moi, par exemple, ou pour des tas de gens comme moi, depuis 30 ou 40 ans, n'y croyons pas. Voilà. Mais seulement, il fallait analyser la nature du régime sioniste pour comprendre que c'est un État par nature, par idéologie, etc. Il ne peut pas accepter l'existence d'un nationalisme palestinien à côté. Voilà. Donc, c'est eux ou nous. Voilà. Malheureusement, c'est la triste réalité, mais c'est comme ça. C'est quoi une dernière ou avant-dernière question? Alors, c'était concernant, c'est Maxime Bell qui nous la pose. Vous avez révélé l'existence de Sayanim il y a bien longtemps, mais on ne les connaissait pas. Depuis le 7 octobre, tous ceux qui se sont accaparés les médias pour défendre Netanyahou, est-ce que en sont-ils? C'est-à-dire, sont-ils des Sayanim? Voilà. Ben, évidemment, enfin, je veux dire, tous ceux qui sont dans les médias, ben, ils ont révélé leur vrai visage, leur vraie nature. Et c'est pas seulement ça, il n'y a pas que les Sayanim, par définition, sont des juifs. En France, ils sont français. Bon. Mais ils ont réussi à influencer les autres. C'est-à-dire que il y en a, enfin, certains ne sont pas juifs. Bon, je ne vais pas citer de nom, mais ce n'est pas la peine. Mais ils adhèrent à l'idéologie sioniste, soit par conviction. Il y en a qui pensent sincèrement que voilà, que le destin d'Israël, etc. Patati patata. Donc ils ont fait l'idéologie sioniste, mais d'autres qui se disent bon, c'est pas le moment de montrer une critique ou une dissidence. Mais le fait est que ces Sayanim qui ont été mis en œuvre depuis 1959, eh ben, on voit le résultat aujourd'hui, ça veut dire l'efficacité du système. Quand les gens se disent mais comment ça se fait, etc., regardez, mais à la réalité, mais non, parce qu'on a des agents infiltrés qui ont fait du bon boulot depuis 1959. Voilà. Et d'ailleurs, est-ce que vous avez l'équivalent d'une Elisabeth Lévy dans les médias, d'un Patrick musulman ou maghrébin dans les médias? Non. D'un Patrick Cohen, d'un BHL, d'un Goldnadel, enfin, je peux citer 100 noms. Non. Ça veut dire qu'ils ont réussi par l'infiltration, par le copinage, par la volonté, etc., à obtenir quasiment une influence à 95% ou 98% des médias. Et aujourd'hui, on voit le résultat. Voilà. Très bien. Alors, merci, M. Cohen. Une petite dernière question, c'est concernant, Oui. alors c'est pas concernant la situation en Palestine, même si on peut le dire, l'Algérie, depuis le 7 octobre, n'a pas cessé d'agir diplomatiquement.
pour obtenir des cessez-le-feu ou des aides humanitaires et tout ça au sein de l'ONU. Et il y a eu un échange donc la semaine dernière avec le représentant israélien à l'ONU. Est-ce que vous l'avez vu cet échange? Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette réaction donc du représentant israélien pardon, et, euh, et l'ambassadeur algérien Benjama? Je ne l'ai pas suivi en détail, mais voilà, j'étais au courant qu'il y a eu un échange, mais je n'ai pas eu l'occasion, je ne sais pas pourquoi. Voilà, parfois je passe sur une nouvelle, parce que, bon, je vais vous dire franchement, bon, je veux dire, c'est, comment dire, il y a un terme pour ça, ce qu'on appelle un épiphénomène. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez le sens de l'épiphénomène. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est un peu comme l'écume. Voilà. C'est-à-dire que pour moi, ça fait partie de comment dire, du ballet diplomatique, mais qui n'a pas de prise sur le réel. Voilà. C'est-à-dire, bon, vous savez, c'est un peu comme, je ne sais pas moi, par exemple, l'Égypte ou je ne sais plus quel pays arabe, on dit il ne peut pas y avoir on supportera pas le départ des Gazaouis de Gaza, par exemple, etc. Enfin, pour moi, ce sont des épiphénomènes, c'est-à-dire des choses qui n'ont qu'une très, très faible prise sur le réel. Voilà. Donc, quand je vois des choses comme ça, je me permets de ne pas, disons, passer un quart d'heure, une demi-heure à les étudier parce que pour moi, elles ne mènent, enfin, concrètement, elles ne mènent nulle part. Voilà. Ça fait partie je sais pas, voilà, du cinéma habituel. Voilà. Oui, non, mais bien sûr, effectivement. Après, c'est-à-dire que c'est une question posée par rapport à la situation que connaît aujourd'hui, du moins la relation Algérie-Maroc, que l'Algérie est toujours sur ses positions concernant la Palestine, c'est-à-dire qu'elle reconnaît Israël aux frontières de 67, hein, Oui. et que à l'heure actuelle, quand elle a la présidence à l'ONU là ce mois de janvier et qu'elle donne la parole aux représentants d'État, à un moment donné, elle donne la parole aux représentants de ce pays qui est Israël, mais qu'elle ne reconnaît qu'aux frontières de 67. Et du coup, le fait de donner la parole aujourd'hui en tant que président du Conseil, il y en a qui ont interprété ça comme, bien sûr, hein, la reconnaissance de l'État d'Israël. Mais non, enfin, c'est complètement ridicule parce que Israël fait partie de l'ONU. Israël est reconnu par l'ONU, est un membre à part entière de l'ONU, dans ses frontières reconnues, etc. Donc, il serait ridicule ou aberrant de la part d'un pays surtout qui préside pendant le mois de janvier le Conseil de sécurité de violer, enfin, de ne pas reconnaître la qualité de membre de l'ONU à un membre à part entière de l'ONU. Enfin, je veux dire, c'est pas du tout, ça n'a rien à voir avec une reconnaissance. Parce que si on poussait le raisonnement, s'il y avait une reconnaissance, une réelle reconnaissance, il y aurait eu un échange d'ambassadeurs. Or, il n'y a pas d'échange d'ambassadeurs, il n'y a pas de contact, ni officieux, ni officiel, etc. Et donc, que cet État existe, c'est ce qu'on appelle une reconnaissance de fait. C'est une reconnaissance de fait. C'est-à-dire, OK, il existe, j'y peux rien, il existe, il est reconnu par l'ONU, j'en ai rien à faire, je n'ai rien à cirer, ça ne me concerne pas. Voilà. Mais il est là. Voilà. Et je peux rien contre ça. Voilà. Mais on ne m'obligera pas à aller au-delà. Ça veut dire à entretenir une relation avec lui. Donc, il y a quand même une différence entre admettre un fait. C'est pour ça d'ailleurs que quand on parle de reconnaissance d'un État, il y a ce qu'on appelle la reconnaissance de jurer, qui vient du mot droit, le droit de jurer. C'est pas pareil avec une reconnaissance de fait.
Reconnaissance de juré, ça veut dire qu'on reconnaît un État et on peut établir des relations normales avec lui, diplomatiques, commerciales, etc. Mais une reconnaissance de fait, c'est même pas une. C'est-à-dire, OK, voilà, cet État existe, et ben c'est tout, il est là. De toute façon, l'Algérie ne peut pas faire autrement en tant que président du Conseil de sécurité que de dire, bon, voilà, vous avez la parole parce qu'il est là. Voilà, on ne peut pas faire autrement. Voilà. Exactement. D'ailleurs, il y a le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, qui a réagi. Donc, il a dit clairement, il n'y a pas de reconnaissance implicite d'un État. Jusqu'à là, la délégation algérienne se retirerait lorsque la parole est donnée à Israël. C'est vrai qu'effectivement, dans d'autres situations, dans d'autres endroits, c'est arrivé à plusieurs reprises que des délégations algériennes, quand il y avait la prise de parole d'un représentant israélien, la délégation algérienne se levait et partait. Ça, c'est vrai que c'est arrivé. Mais dans ce stade-là, et à l'ONU, ça ne peut pas arriver. Non, elle pourrait le faire à l'Assemblée générale, mais pas au Conseil de sécurité, puisque c'est l'Algérie qui préside les débats. Donc, elle ne peut pas quitter les débats, parce qu'à ce moment-là, tu renonces à la présidence. Ben, je veux dire, voilà, elle a accepté enfin, elle a accepté. La présidence lui a été attribuée pour le mois de janvier. Elle doit se soumettre aux règles, c'est-à-dire, bon, ben, s'il y a une discussion où Israël est impliqué, eh ben, Israël a le droit à la parole et elle lui donne le droit à la parole. Voilà. Et puis, effectivement, une reconnaissance, c'est une reconnaissance officielle. Voilà, c'est pas pareil. Et d'ailleurs, l'Algérie, je vous rappelle quand même, c'est l'Algérie qui a, grâce à une campagne assez intense, elle a réussi à annuler le statut d'observateur d'Israël à l'Union africaine quand même. Voilà, c'est grâce à l'Algérie qu'Israël a perdu son statut d'observateur. Exactement. Très bien, c'était juste pour un petit éclairage concernant cette affaire. Mais il faut mettre les choses. Bon, il y a des gens qui veulent, voilà, bon, ben, c'est de bonne guerre aussi parfois. Oui, bien sûr, non, mais bien sûr, non, mais c'est pour répondre à cette propagande, cette fausse propagande. Voilà, bien sûr. Merci, M. Cohen. On vous souhaite un bon week-end et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ah, avec plaisir. Bonne soirée à tous. Au revoir. Bonsoir. Merci, M. Cohen. Au revoir. Voilà les amis, on en a terminé donc avec cette chronique, la 5e depuis le début de l'année, ça passe vite. Je vous souhaite une excellente soirée, un excellent week-end et on se donne rendez-vous bien sûr, si tout va bien, vendredi prochain. Que la paix soit sur vous. Salam alaikum.